Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la dernière matinale trading de la semaine avec pas mal de choses à dire et à voir forcément aujourd'hui étant donné toute l'activité technique fondamentale et macroéconomique que nous avons eue depuis le début de la semaine. On va essayer de finir cette semaine en beauté. Alors vous savez que le vendredi c'est pas forcément une journée où on est très actif sur les marchés. On va être plutôt sur de la gestion active du position, sur du management de position. Mais on va voir qu'il y a quand même quelques petites opportunités qui vont pouvoir s'offrir à nous tout au long de la journée. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. On va commencer ce matin avec un point macro et fondamental en revenant notamment sur les résultats que nous avons eus hier dans un premier temps du côté américain. Donc vous le savez, les chiffres de l'inflation qui étaient publiés hier aux États-Unis avec l'indice PCE. Donc petite baisse de l'inflation aux États-Unis. Ça a permis une légère détente sur le cours du dollar et on le verra tout à l'heure, une reprise un petit peu haussière des indices américains. Mais ça s'est très rapidement estompé. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, cette baisse de l'inflation, elle est insuffisante. C'est mieux, mais il reste des efforts à faire. Donc ça va un petit peu dans le sens des marchés. Ok, ça va un petit peu dans le sens de la Fed, mais c'est pas encore suffisant. On reste trop éloigné des objectifs de la Fed, à savoir un retour de l'inflation sous les 2%. Alors pour la suite, c'est plutôt encourageant. On devrait continuer de se diriger justement vers les 2%, mais peut-être pas assez rapidement pour envisager une baisse des taux dès le mois de juin, comme l'anticipent les marchés actuellement. Moi, c'est vrai que ça me paraît un petit peu étonnant. J'ai du mal à envisager que la Fed tente une première baisse des taux avant l'été. Et je pense plutôt que ce sera quelque chose qui sera fait au retour des grandes vacances, au retour de l'été, donc plutôt pour le mois de septembre. Je pense que la Fed ne va pas essayer de prendre de risques. Et on a vu d'ailleurs sur les derniers résultats qu'il y avait eu dans certains secteurs une inflation qui repartait à la hausse. Donc je pense que la Fed va être très prudente. On a le prochain FOMC qui va être dans une vingtaine de jours. Oui, c'est ça, on est le 1er mars, donc c'est le 20. Donc dans 20 jours, on va avoir le prochain FOMC. D'ici là, beaucoup de prises de parole et de décision de certains membres de la Fed et du FOMC qui pourront nous donner des indications un petit peu sur la suite. Donc voilà, ça c'était du côté américain. Mieux, mais pas encore suffisant si je devais résumer la publication de ces résultats. On a eu aussi les chiffres de l'inflation hier en Allemagne. Alors là, du côté de l'inflation, ça va beaucoup mieux, ça descend plus vite que prévu, mais on sait pourquoi, tout simplement parce qu'en Allemagne, il y a un gros problème d'activité économique, un gros problème de croissance, donc forcément ça facilite la baisse de l'inflation, mais ça engendre d'autres problématiques. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec les chiffres du chômage qui ont été publiés hier en Allemagne. Alors certes, d'une certaine manière, on sait que le chômage, ça peut être un levier utilisé par les banques centrales justement pour endiguer et pour maîtriser l'inflation. Le problème, c'est que dans la situation dans laquelle est l'Allemagne actuellement, il y a besoin d'activité économique, il y a besoin que les gens travaillent, il y a besoin de croissance. Et le problème de l'Allemagne, c'est qu'elle fait face à un manque face à tous ces éléments-là, ce qui rend la situation d'autant plus compliquée. Pourtant, on le verra tout à l'heure, mais ça ne se ressent pas forcément sur les charts. On fera un point technique, vous inquiétez pas, sur le DAX, mais je trouvais intéressant de revenir avec vous sur ces résultats macro qui ont été publiés hier. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer un petit peu plus sur du fondamental et je vais vous parler un petit peu de Nasdaq ce matin. On va revenir sur la question de la baisse des taux de la Fed. On remarque une décorrélation totale depuis le début de l'année 2024 entre le Nasdaq, le cours du Nasdaq, et les estimations de baisse de taux, les estimations de taux en gros pour l'année. Alors c'est assez drôle parce que comme on le voit ici, eh bien le Nasdaq, mais à l'image un petit peu d'une grosse majorité des marchés, a joué sur la narrative baisse des taux, pivot de la Fed pour nous faire un superbe rallye haussier sur la fin 2023. Et en fait, quand les marchés se sont rendus compte au tout début de l'année 2024 que finalement, ils s'étaient trompés, qu'il n'y aurait pas 6 baisses de taux en 2024, mais plutôt 3, et que la Fed n'allait pas pivoter si tôt que prévu, les marchés se sont dit, ok, on va désormais s'en foutre royalement de cette question des taux, là, on s'en fout, et puis on va jouer sur d'autres narratifs pour continuer de monter. Ça, c'est ce que je vous avais expliqué début de semaine, pour ceux qui étaient là. Et en fait, là, le graphique, je l'ai adoré parce qu'il représente parfaitement ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Les marchés sont très résilients, sont très résistants, et en fait, switch de narrative, entre guillemets,
pour continuer de monter. C'est-à-dire qu'ils prennent une raison pour faire des performances, pour grimper. Quand cette raison-là, elle s'estompe ou alors elle s'avère incorrecte, et ben hop, le marché va s'appuyer sur autre chose pour continuer de monter. Et là, quel a été le switch? Bah, ça a été un retour un petit peu de la narrative IA, alors qui n'était pas complètement, qui n'avait pas complètement disparu, mais elle s'était un petit peu estompée sur la fin 2023. On avait une grosse partie de l'année où en fait les marchés avaient été boostés par les grosses capitalisations de la tech. Ça avait un petit peu diminué sur la fin 2023 avec plutôt la raison taux d'intérêt directeur. Et puis là, ça repart avec une hyper concentration. Je vous avais expliqué ça la semaine dernière. Une hyper concentration des marchés autour du secteur de la tech et particulièrement autour du secteur de l'IA. Donc je trouvais ça très intéressant. Ça venait confirmer mon propos des derniers jours et des dernières semaines sur la situation de marché en fait. Et alors on peut se poser la question, une fois que la Fed va pivoter, sur quoi pourraient s'appuyer les marchés pour continuer de monter? S'ils continuent de monter, dites-moi si vous avez un avis dans les commentaires. Sur quoi vous pensez que les marchés vont pouvoir s'appuyer dans les prochains mois pour continuer d'être haussiers? Ok. Alors ça peut être par exemple pour les États-Unis. Le retour de Donald Trump à la présidence peut être un argument puisque Donald Trump il a une vision économique qui est nationaliste, donc c'est-à-dire America First. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui peut profiter aux indices. Donc peut-être que ce sera sur la dernière partie de 2024 et potentiellement 2025, un nouveau point, un nouvel élément sur lequel les marchés vont s'appuyer pour continuer de monter. Voilà, ça c'était pour le Nasdaq. Et dernière donnée fondamentale que je voulais vous montrer ce matin, c'était une comparaison entre donc des flux de capitaux entre Bitcoin et les ETF sur le gold. Et on se rend compte que, regardez, depuis un peu plus j'ai envie de dire à peine un an, on va dire 9 mois, il y a eu vraiment une inversion totale, un switch total de capitaux avec des fonds qui se dirigent massivement sur Bitcoin désormais, et par contre beaucoup moins sur les ETF Gold. Ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit il y a 2 jours dans une vidéo où je vous parlais des nouveaux records des ETF. Effectivement, il y a de nombreux analystes chez Bloomberg qui considèrent que très prochainement, les ETF spot Bitcoin pourraient et devraient dépasser les ETF sur le gold. Donc c'est assez intéressant. On observe quand même des changements fondamentaux et intrinsèques majeur dans l'économie et dans la finance mondiale. L'or, qui était la valeur refuge par excellence, est en train de se faire petit à petit détrôner par le Bitcoin, le nouvel or numérique, comme certains aiment l'appeler. Voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire d'un point de vue donc plutôt macro et fondamental. On n'avait pas forcément cette semaine beaucoup de gros résultats microéconomiques. Donc pour passer désormais d'un point de vue technique, je vous l'expliquais tout à l'heure, la publication des chiffres PCE hier après-midi a entraîné une légère détente dans un premier temps sur le cours du dollar, ce qui nous a permis d'avoir de très belles réactions, je vous le disais, sur les indices américains. Mais le marché a très très vite compris que ces résultats n'étaient pas si bons que ça, que ces résultats n'étaient pas si encourageants que ça, étaient encore trop éloignés des objectifs. Et c'est pour ça que depuis, on a eu une reprise haussière du dollar quasi immédiate. Ce qui a entraîné d'ailleurs pas mal de volatilité sur les risques on. Alors, justement, les indices. Bon, comme prévu, le Dow Jones est venu rebondir sur le niveau technique des 38 800 $. C'était la zone qu'on avait travaillée depuis le début de semaine. Personnellement, je n'ai pas pris la position. Pourquoi? Parce que sur de plus petites unités de temps, mes setups n'étaient pas suffisamment précis pour me permettre de me positionner. Alors, j'aurais pu la jouer un petit peu bourrin et rentrer comme un cochon là sur les 38 800. Mais non, j'ai préféré rester cohérent dans ma stratégie et suivre mon plan. Le Nasdaq, qui nous avait montré des signaux de faiblesse sur le début de semaine, a finalement décidé de repartir à la hausse, de faire une inversion de structure 4 heures et d'aller chercher un nouveau plus haut. Alors on a quand même tenté et on s'est quand même permis un petit short hier après-midi durant la session américaine, comme vous le voyez, ok, par position que je vous ai partagée en direct pendant le live Discord, et puis évidemment je vous l'ai partagé à l'écrit aussi pour ceux qui ne peuvent pas être sur les lives. Donc joli petit short avec un bon RR en plus, un 3,4, c'était plutôt intéressant. Et franchement, voilà, on est juste revenu chercher le gap qui a été créé donc, au moment de la publication des PCE. Et hop, tout de suite, on est reparti à la hausse, ce qui montre encore une fois la puissance des marchés. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Le S&P 500, lui, est reparti aussi un petit peu à la hausse aux alentours des 5100 points. Donc globalement, sur les indices américains, j'ai pas de nouvelles positions. D'accord.
Et sur les Européens, pardon, donc je vous parlais du DAX tout à l'heure, qui est toujours ultra haussier malgré les mauvais résultats qu'on a pu avoir. Mais en fait, ce qui se passe sur le DAX, c'est un petit peu la même chose qu'on a pu avoir sur le CAC. C'est qu'on a un indice qui est porté par des entreprises justement, qui se portent bien. Okay, on l'a vu avec le CAC, hein, microéconomiquement c'était très intéressant, les grosses capitalisations françaises sont dans de bonnes situations, donc on a un indice qui performe. Mais justement, le CAC qui depuis le début de la semaine semble se stabiliser et est potentiellement en train de former un top local en 4 heures comme vous le voyez. Donc on va suivre ça. Il n'y aura pas de positions qui seront prises aujourd'hui, hein. Vous le savez, on est vendredi, donc on ne va pas se réexposer sur le marché aujourd'hui, mais potentiellement être dans la préparation d'un plan pour le début de la semaine prochaine et envisager peut-être un retour sur les 6000 allez, je vais dire la première target qui va m'intéresser si on a effectivement des confirmations baissières, ça va être entre les 7650 et les 7700 points pour le CAC. On verra ça semaine prochaine. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour envisager de la vente, d'accord? Mais voilà, à surveiller. On verra comment va se dérouler la suite de la session de Londres. Là, il est 11h10 au moment où je tourne cette vidéo. Et puis aussi la session de Wall Street cet après-midi. Le seul indice européen donc, sur lequel je suis toujours en position, c'est le FTSE, dont je vous avais parlé pas mal de fois en début de semaine. Enfin, même depuis maintenant, ça doit faire 2 semaines qu'on est sur cette position. Non, ça fait une semaine et demie. Oui, ça va bientôt faire 2 semaines. Enfin bref. Donc voilà, toujours vendeur sur le FTSE. Je vous avais parlé d'un potentiel renforcement de position ici. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait finalement parce que je considérais que j'avais une taille de position suffisamment importante au vu de ma stratégie. Et voilà, j'avais pas forcément envie d'augmenter mon risque pour le moment. Donc j'ai pris la décision de ne pas renforcer ma position, même si on aurait pu le faire parce que au moment où on est venu chercher cette zone, on est tout de suite reparti vers le bas derrière. Donc ça aurait pu se jouer. Mais voilà, vu que l'objectif, le next objectif, c'était de venir chercher les 7520 points. Dans tous les cas, j'aurais pas repris de profit ici, donc ça n'aurait pas forcément fait sens vis-à-vis de tout cela. Voilà, pour ce qui est du Forex, bon bah vous le savez, on est toujours plutôt vendeur sur Euro-USD et sur GBP-USD. Donc voilà, pas de changement de ce point de vue-là. On reste dans notre ligne directrice sur nos plans swing en 4 heures. Théo vous a partagé, donc pas Théo que vous voyez en live, mais le Théo du département trading, vous a partagé pas mal de setup. Sur le Forex dans le serveur Discord, notamment sur les paires AUD et sur les paires euros. Il y a d'ailleurs des positions qui se sont très bien passées. Donc normalement vous avez pu réaliser une belle semaine. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs sur euro là, je voyais qu'on a une belle zone à venir récupérer là, une belle sell side. Donc normalement ça devrait continuer de chuter. Mais attention, il faut quand même rester attentif aux situations macroéconomiques et justement aux différents catalyseurs macroéconomiques qu'on aura aujourd'hui. Et justement, on va faire un petit point sur le programme macro de la journée. Alors, cette nuit, on a eu des premiers résultats du côté chinois déjà qui ont été assez intéressants. Alors, dans le secteur manufacturier, c'est pas terrible. Ok, en Chine, on reste dans une phase de contraction économique et d'ailleurs, on a une petite baisse de l'indice par rapport au mois de janvier. Par contre, sur le secteur non manufacturier, alors là c'est plutôt bon. On a un indice en hausse par rapport au mois précédent et puis surtout on persiste dans une phase d'expansion économique. Donc comme je vous le disais, il y a eu un interventionnisme du gouvernement chinois dans l'économie qui a eu un impact positif sur le marché des actions. Maintenant, il va falloir voir sur du moyen terme quelles répercussions et quel impact cela va avoir dans l'économie globalement chinoise et si ça va effectivement porter ses fruits. On a eu ensuite, il y a tout juste quelques minutes, on a eu tout juste quelques minutes, on a eu aussi un petit peu plus tard dans la matinée des chiffres PMI manufacturiers en Europe. Maintenant, ce n'était pas forcément des chiffres qui m'intéressaient beaucoup, hormis sur l'Allemagne. Donc vous voyez, des chiffres à nouveau pas très bons, 42,5, on s'enfonce dans la contraction économique. D'ailleurs, un petit peu à l'image de l'Union européenne avec des chiffres aussi en baisse par rapport au précédent, alors qu'on s'attendait à une baisse un petit peu... si, c'est même mieux que les estimations. Mais bon, c'est quand même pas terrible, excusez-moi. Et puis voilà, et donc là, tout juste, par contre, il y a quelques minutes, on a eu les chiffres de l'inflation avec l'IPC et l'IPC Core dans l'Union européenne. Donc finalement, une inflation qui diminue moins que prévu. 2,9 attendu contre 3,3 précédemment. Au final, on a 3,1 sur l'IPC Core. Et pareil sur l'IPC Rate. Donc on avait 2,8 précédemment. On s'attendait à une baisse à 2,5. Et au final, on a 2,6. Ça s'explique par quoi? Exactement la même chose qu'hier en France. On a
une reprise d'activité économique dans certaines zones, dans certains pays, dans certains secteurs économiques. Et donc forcément, on a une petite reprise de l'inflation, exactement comme on avait pu l'observer il y a un mois aux États-Unis. Vraiment, ce qui se passe aux États-Unis, on l'a toujours le mois d'après en Europe. Il y a toujours ce petit décalage, mais on est dans des situations qui sont vraiment similaires. Cet après-midi, pour finir la semaine en beauté, on aura les chiffres aussi manufacturiers, PMI, pardon, manufacturiers aux États-Unis. On aura aussi l'indice ISM directement. Et puis sur l'indice Michigan, les anticipations d'inflation à court terme à 5 ans, les attentes et la confiance des consommateurs. Donc une journée, une après-midi qui s'annonce à nouveau intéressante. Pour le moment, le VIX est toujours aussi calme, très peu de stress et de volatilité sur le marché. On verra cet après-midi si la situation change un petit peu. On va terminer cette vidéo les amis avec un point sur le marché des cryptos qui est dans le rouge ce matin. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu le marché crypto dans le rouge. Mais effectivement, un petit peu de baisse sur les dernières 24 heures. Un petit peu de retracement sur Bitcoin qui est venu chercher 61, 62. Ether qui est redescendu brièvement sous les 3400 mais là qui est repassé au-dessus. Et puis sur les alts, c'est très hétérogène. On en a certains qui se portent très très bien. D'autres qui sont davantage en difficulté comme Atom, MNT pardon, ou encore le TIA. Alors, moi concrètement, aujourd'hui, je vais me concentrer particulièrement sur BTC et Ethereum, d'accord? Même, j'ai envie de vous dire, globalement sur BTC et un petit peu sur Ether. Les alts, on va laisser ça pour du spot pour le moment, même si je vais vous donner quelques petites indications ce matin. Donc pour BTC, c'est simple. Pour moi, là, on a eu une inversion de structure en 15 minutes qui devrait nous permettre de revenir chercher les highs en direction des 63 700, 63 800 dollars, ok. Très belle zone à venir récupérer. Je vous l'ai expliqué hier, mais on a un très gros mur vendeur juste au-dessus de nous. Justement, là, vous le voyez, vers les 64 500, 65 000 dollars. Pour moi, on va aller récupérer ce mur. Alors, attention, il y a beaucoup de spoofing en ce moment. Donc, le spoofing, vous savez, c'est des ordres fantômes qui sont en fait qui sont créés sur le marché pour biaiser la vision, l'analyse des investisseurs et des traders. Et c'est des ordres, en fait, quand le prix s'approche d'une zone, et ben en fait, les ordres vont disparaître. Donc, il y en a beaucoup en ce moment. Il faut faire très attention pour ceux qui tradent le carnet d'ordre, pour ceux qui utilisent des indicateurs aussi, comme les maps de liquidation. Il y a pas mal de fausses indications justement. Malgré ça, voilà, moi je pense qu'on devrait quand même se diriger vers cette zone-là, récupérer la liquidité. Là, on a des equal high aussi à venir prendre. Donc voilà, moi je suis plutôt acheteur dans un premier temps. Mais potentiellement, si les vendeurs arrive à reprendre la main sur cette zone sur les acheteurs, ça pourrait être un petit top qui pourrait ensuite nous ramener vers les 58, 59 000 dollars. Allez, je vais donner une grosse fourchette entre 58 et 60 000. Pour moi, si là on marque un petit top local, on pourrait repasser sous les 60 000 dans le week-end ou peut-être début de semaine prochaine. On voit que c'est une zone où il y a beaucoup moins de volume et je vous l'avais montré, une zone aussi intéressante d'un point de vue liquidation avec beaucoup de stop loss qui vont être placés dans cette zone. Ok ? Donc voilà, globalement sur le sentiment de marché pour le moment c'est un petit peu indécis. On voit qu'il y a pas mal de fluctuations sur l'open interest et sur les funding. Par contre, c'est ce qu'on vous disait hier avec Hugo, toujours autant d'achats de manière très agressive de la part des whales, des institutionnels qui sur du spot continuent d'être acheteurs quasiment tous les jours et même plusieurs fois par jour. On voit de gros volumes d'achats qui sont envoyés sur le cours du Bitcoin, donc ce qui permet de soutenir et de maintenir cette tendance haussière. Donc voilà, petite position sur le BTC que je vous ai partagé ce matin dans le serveur Discord. Sur Ethereum, c'est sensiblement la même chose, hein, on est toujours plutôt haussier. Alors moi j'aimerais bien, là pareil, on a mis en place une inversion de structure, j'aimerais bien juste qu'Ether vienne récupérer cette FVG en 15 minutes là, dans la zone d'OTE, pour ensuite repartir à la hausse. Donc pour le moment je ne suis pas encore en position sur Ether. On va attendre de venir récupérer ça pour aller chercher de la continuation haussière avec là aussi de la liquidité qu'on a laissé un petit peu plus haut. Donc voilà, c'est pas un conseil à l'investissement, encore une fois, ne copiez pas bêtement les positions que je vous montre ici, c'est des idées, ok. Il faut des confirmations, etc. derrière, donc tout ça je vous le partage et je vous le dis dans le serveur Discord. Sinon au-delà de ça, on a le Jupiter qui est en pleine bourre, Jupiter qui est en pleine bourre, qui a cassé sa zone de résistance en 1 heure après avoir récupéré tous les lots qui avaient plus bas. Donc là franchement très bullish ce que fait le Jupiter, mais c'est logique, il est très bien porté par le Solana qui est pour moi bien parti pour aller chercher les 200 dollars. Voilà, à part si on a un gros retracement sur le BTC, globalement, voilà, sauf catastrophe sur le marché crypto, je pense que le Solana là est bien parti pour aller chercher les 200 dollars. Donc félicitations à ceux qui sont dedans.
Et profitez-en, et puis voilà, ça devrait permettre aux jupes de continuer de se valoriser. Contrairement au Starknet, qui lui est beaucoup plus en difficulté. Après avoir récupéré ses lots, on aurait pu s'attendre à une cassure de résistance, c'est pas du tout le cas. Il est vraiment en grosse difficulté Starknet pour le moment, donc on va surveiller tout ça. Voilà, sinon, bon, il y a quelques petites choses intéressantes, bien évidemment, hein, sur l'ensemble du marché, mais moi, j'avoue que je me concentre plutôt sur BTC Ether, comme je vous l'ai expliqué, et puis on profite de la valorisation des altcoins pour nos bags spot. Je vais terminer avec un petit mot sur le portal, qui était en phase de lancement sur Binance depuis une semaine. Je vous avais partagé l'opportunité. Voilà, superbe lancement du portal. Donc, en gros, si vous participiez au lancement comme je vous l'avais partagé, ben, vous aviez le token à ce prix-là, 0,05, et vous pouviez le vendre à plus de 4 dollars. Donc, je vous laisse faire le calcul. Ça fait un très beau rendement, les amis. Et voilà, encore une fois, cette opportunité-là, je vous l'avais partagé dans le Discord. Donc, vous avez le lien en description. Et voilà, donc là, il se stabilise depuis aux alentours des 2 dollars. C'est plutôt pas mal. On va voir un petit peu ce que ça va donner dans les prochains jours. Mais c'est pareil, c'est un bon projet. Donc, pour du moyen long terme, je trouve ça intéressant. On va continuer de travailler dessus, continuer de faire des recherches, etc. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Cet après-midi, on se retrouve à 15h15 comme d'habitude pour la session trading du jour. Et puis rendez-vous à 18h avec Théo qui reviendra sur les actualités de cette fin de semaine. Voilà les amis, merci d'avoir été présents et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Vous voyez, moi le soleil se lève, je vais en pleine gueule. C'est génial. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.